Coucou mes amis, nous allons faire un petit direct. Je vous invite à vous connecter parce que nous allons parler de l'immense fumisterie que fut cette fameuse abolition de l'esclavage qu'on voudrait nous faire célébrer comme étant quelque chose qui a été extraordinaire, merveilleux. Ça aurait pu l'être, mais ça n'est pas le cas. Nous allons dire des vérités qui sont extrêmement dérangeantes. Et mes lecteurs les connaissent déjà, mais nous allons pouvoir échanger sur cette fumisterie absolument incroyable que fut l'abolition de l'esclavage. Alors, ce direct est vraiment le fruit du hasard. Je n'avais pas prévu de prendre la parole devant vous aujourd'hui, mais je viens de participer à une visioconférence extrêmement intéressante organisée par Africa 50, une association lyonnaise qui parlait de différents thèmes autour de l'abolition, cette journée de commémoration des abolitions. Et moi, ce que je dis, c'est que moi, commémorer quoi? Moi, qu'est-ce qu'on va commémorer? On va commémorer la mise en esclavage moderne de nos ancêtres. C'est ça qu'on nous demande de commémorer là. C'est exactement ce qui se passe là. On vous demande de dire que vous êtes d'accord et que vous jugez bien et bon quelque chose qui a enfoncé encore plus nos ancêtres dans le drame, dans la pauvreté, dans la misère. Parce que ce qui s'est passé le 27 avril 1848, quand ces gens-là, les abolitionnistes que l'on voudrait que nous adorions, quand ils ont décidé que, ok, nulle terre française ne peut plus porter d'esclaves, d'accord? Mais à la place, qu'est-ce qu'ils ont proposé? Ils ont élaboré une espèce de nouveau code noir qu'ils ont adopté le même 27 avril 1848. Ils ont adopté un nouveau code noir pour que ces nouveaux citoyens soi-disant libérés puissent se retrouver enchaînés de manière encore plus drastique sur les lieux de leur martyre et dans les mains de leurs anciens bourreaux. C'est ça qu'on vous demande de commémorer là. Et ça, mes amis, il faut connaître ça, il faut savoir ça. Parce que c'est vrai que l'abolition de l'esclavage aurait dû être l'un des plus grands moments de l'histoire de France. Ça aurait pu être l'une des pages les plus glorieuses de l'histoire de France. Malheureusement, c'est la plus grande fumisterie de l'histoire de France. C'est le plus grand crime qui a été commis après l'esclavage. Depuis 1848 jusqu'à nos jours, c'est les conditions dans lesquelles l'abolition de l'esclavage a été pratiquée, pensée, calculée, réfléchie et pratiquée sur nos ancêtres. C'est abominable ce qui s'est passé le 27 avril 1848. Il ne faut pas commémorer ça, il faut pleurer. Il faut commémorer la souffrance de nos ancêtres africains déportés, de Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion et au Sénégal, à qui on a dit vous êtes libre, mais vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous devez faire ça comme ci, vous devez faire ça comme ça, vous ne devez pas quitter l'habitation, voilà ce qui s'est passé. Il faut comprendre ce qui s'est passé pour voir jusqu'à quel point ces gens se moquent de nous, jusqu'à quel point ces gens veulent nous faire croire qu'ils nous font du bien alors qu'ils nous font du mal. Ils ont fait du mal à nos ancêtres, ils ont fait un mal inouï à nos ancêtres. Je vais vous donner un seul exemple. Parce que les fameuses lois d'abolition, quand vous allez aller sur Internet et que vous allez taper « abolition de l'esclavage », qu'est-ce que vous allez voir? Le décret numéro 1, celui que tout le monde connaît, que tout le monde revendique et que tout le monde brandit aujourd'hui, d'accord. Mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est que le même 27 avril 1848, ce n'est pas un décret qui a été signé. C'est 11 décrets qui ont été signés et 2 ordonnances. Le premier décret disant « Ok, l'esclavage est aboli » et tous les autres à partir du deuxième, verrouillant de toutes les manières possibles, toutes
l'impossibilité pour ces pauvres gens d'accéder à un minimum de... Comment on peut appeler ça, mon Dieu? Un minimum, quoi. Un minimum. Après tout ça d'années de souffrance et de profitation. Alors, je vais vous donner un exemple. Et vous allez voir tout de suite comment ils ont placé la barre. Ces scélérats ont placé la barre haut en termes de falsification. Je vais vous dire. Parmi ces 11 décrets, on aurait pu penser que, bon, le premier dit qu'il n'y a plus d'esclavage, d'accord. Mais bon, on aurait pu penser que le deuxième et les suivants vont adoucir un petit peu le sort de ces pauvres gens. Ah, quoi ça? Prenez connaissance du décret numéro 2 du 27 avril 1848, signé par les mêmes personnes qui ont signé le premier décret et plus encore. Le décret numéro 2. Je vous donne lecture de l'article 1er du décret numéro 2 du 27 avril 1848, où il était question d'abolition de l'esclavage. Et c'est ça qu'on vous demande de valider le 10 mai. On vous demande de valider ça. Je voudrais que vous me disiez, quand je vous aurai dit ça, est-ce que vous validez ça? Makabazotli. Donc, décret numéro 2, concernant la subsistance et l'entretien des vieillards et des infirmes. On règle le problème des inutiles en premier lieu. On se débarrasse de ceux dont on n'a plus besoin, les vieillards et les infirmes. Le gouvernement provisoire, considérant que la société doit aide et assistance à tous ses membres dans le besoin, que le principe de fraternité impose le même devoir à tous les hommes entre eux, quelle bande de crapules! Regardez ce qu'ils vont décréter dans l'article 1er. Dans les colonies où l'esclavage est aboli par décret de ce jour, les vieillards et les infirmes seront conservés sur les habitations dont l'atelier voudrait donner aux propriétaires une somme de travail équivalente à leur entretien, leur nourriture et leur logement. Nulle terre française, l'esclavage est aboli. Mais attention, les décrets numéro 2, les vieillards et les infirmes, c'est sur votre compte qu'ils sont. C'est vous qui allez donner une somme de travail gratuitement au maître pour que le maître puisse leur donner à manger et leur permettre d'habiter leur vieille case délabrée là, dans laquelle ils vivaient jusqu'alors, pour leur permettre de conserver leur vieux cabanon là. Et un cabanon, c'est encore plus beau que ça. Voilà. Décret numéro 2. Puis attention, article 2. L'autorité locale, la police, la gendarmerie, d'accord? Et puis les mairies, interviendra pour réglementer les sacrifices acceptés par la générosité des affranchis. Donc l'abolition, c'est quoi? On leur a dit, ok, vous êtes libres, mais attention, les esclaves, les vieux, et puis les infirmes, c'est à vous de les prendre en charge. Dans le décret numéro 1, l'article 5 du décret, celui que tout le monde porte au nu là, en nous faisant croire qu'il fut le seul. Ce fameux décret-là, l'article 5, règle immédiatement la réparation pour les esclavagistes. Car cet article dit que l'Assemblée nationale va prendre par décret des mesures rapidement pour pouvoir payer comment dirais-je, payer les colons, puisque esclavagistes, ça leur écorche tellement la bouche, hein, donc c'est des colons, comme si tous les colons étaient esclavagistes. Enfin bref, d'ailleurs je vais vous le lire, comme ça, article 5. L'Assemblée nationale réglera la quantité de l'indemnité qui devra être accordée aux colons. Et ils ne vont pas prendre une loi, parce que la loi, ça va prendre trop de temps. Ils vont prendre un décret, ça va plus vite.
Le décret, on peut décréter ça, clac, clac, mettre une petite signature. Donc, on va régler la quotité de l'indemnité. Et de fait, 2 ans après, les esclavagistes dont nous n'arrivons pas à avoir le nombre d'esclaves, mais dont nous avons la liste, ces esclavagistes, ils vont percevoir l'équivalent de 1200 € par tête d'esclave libérée. Donc, ils vont recevoir 50% de cette somme tout de suite. Et encore 2 ans après, donc début des années 50, ils vont avoir la deuxième partie sous forme d'action dans la première banque coloniale qui va être créée pour eux. Voilà la réparation qui a été immédiatement accordée aux esclavagistes par la loi numéro 1, le décret numéro 1 de l'abolition. On règle ça tout de suite. À partir du décret numéro 2, on serre les vis sur les anciens esclavagés. Alors, le décret numéro 2, c'est, attention, premièrement, on ne vous donnera rien. On va indemniser les colons. On va indemniser les colons, mais vous, prenez-vous en charge vous-même immédiatement. Vous devez assurer votre manger, votre loyer, vos frais médicaux, vos impôts, tout ça, ça c'est sur votre dos. Et puis en plus, vous allez travailler pour pouvoir nourrir et loger. Vous allez travailler gratuitement pour votre ancien maître pour pouvoir nourrir et loger les infirmes et les vieillards de l'habitation. Non, je vous pose la question et puis je regarde quelques réponses parce que je voudrais savoir si c'est moi qui ai un problème ou bien parce que moi, quand j'ai découvert ces lois-là, quand j'ai découvert ça et que je suis arrivée à ce deuxième décret, ça m'a pris des jours et des jours à me dire, j'hallucine, ce n'est pas possible. Comment des hommes ont pu faire ça à des hommes, surtout dans les conditions de cette histoire? Je voudrais que vous me disiez, mes amis, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que ça, le décret numéro 2, qui figure dans mon livre Sacré Vacabond, parce que comme vous ne trouvez pas ces décrets-là sur Internet, pas même sur le site de l'Assemblée nationale, parce qu'ils sont trop honteux. Ces décrets sont trop honteux. Donc on les cache, on les enterre, on voudrait ne les avoir jamais pris. Le problème, c'est qu'on les a pris. Et lorsqu'on les a pris, ça a géré la vie en Martinique. Il y avait 77 000 personnes qui étaient assujetties au décret. Et 250 000 esclavagés qui ont été soi-disant libérés. Laissez-moi rire. En réalité, ces gens ont créé l'esclavage moderne, le 27 avril 1848, et vous voulez qu'aujourd'hui, 10 mai, j'aille à côté du président de la République qui a institué ces lois-là, qui a refoutu mes ancêtres en esclavage, que j'aille me mettre debout à côté de lui pour lui dire bravo, vous avez bien fait, vous avez aboli l'esclavage? Jamais. Parce que, n'y a-t-il parole qui a dit que le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Mais l'escalier monte, il arrive à un certain niveau, l'escalier. Donc, quand on est en haut de l'escalier, qu'on connaît la vérité, on ne va pas danser au carnaval des autres, on ne va pas chanter au carnaval des autres, on ne va pas faire de ballet, on ne va pas faire de simagrée au carnaval des autres. Cette abolition est une abomination. Musique, brièvement, 30 secondes. Je vous laisse réagir. La paix, la justice, l'amour et puis liberté. C'est des bagarres, tout le monde doit revendiquer. Laissons parler, vive à genoux. C'est vive tous, qui vont pour nous tous. La paix, la justice, l'amour et puis liberté. C'est des bagarres, tout le monde doit Attends, Joël, au même temps.
Ce n'est que le décret numéro 2 seulement. Il y en a 11. C'est à vomir. On est ici pour vivre bien. Et on ne peut pas porter le poids de cette histoire-là dans nos gènes, comme la science reconnaît, que nous sommes victimes de ces souffrances de manière inconsciente. On ne peut pas continuer de porter ça. Et puis, quand on agite un hochet devant nous, on nous donne une loi, on nous donne une date, et puis on nous dit, allez, venez danser avec nous. Non, non, connaissez votre histoire, connaissez la vérité historique et elle vous affranchira. Soyez libres par rapport à ce que les gens... On a cimenté les cerveaux des descendants d'esclaves. On a cimenté les cerveaux, on a cimenté nos cerveaux. Et ils arrivent à nous faire croire que l'abomination qu'ils ont commise, que c'est une bonne chose. Merde. Merde. Eh bien, rien n'a été fait par tous les élus depuis des générations. Parce qu'ils ne sont même pas au courant. Ils ne sont même pas au courant. Et puis attention, ils ne veulent pas l'être. Ça, c'est le passé. Il faut aller de l'avant. En nous, allez, avançons. Attention, mais... Non, non, non. Ce qui s'est passé à l'abolition, c'est un crime contre l'humanité. Ok? Ah ouais. C'est dégoûtant. Ça donne envie de pleurer. Moi, ça me fend le cœur de voir que des gens ont attendu l'abolition. Ils n'ont pas tué le blanc. Hein? Ils n'ont pas tué le maître. Ils ont attendu patiemment. Hein, ils ont attendu, on leur a dit qu'ils vont être libres, on leur a dit que c'est bien pour bientôt. Ils ont attendu, ils ont attendu, ils ont attendu. Comme Théophile dans l'histoire. Théophile a passé sa vie à attendre une espèce de promesse de libération qui n'est jamais venue. D'accord? Bon, donc, on est là à approuver ce qui a été fait à ces gens qui attendaient d'être un peu libres, et puis à qui on dit, hey, attention, attention, vous êtes libres, mais débrouillez-vous pour vivre. Être un bon citoyen, c'est payer ses impôts, donc vous allez payer vos impôts. Vous ne pouvez pas quitter l'habitation. Vous ne pouvez pas quitter l'habitation. Vous devez rester travailler pour vos maîtres. Voilà l'abolition qui a été donnée à nos ancêtres. Vous cautionnez ça? Vous êtes d'accord avec ça? Mais moi, quand j'ai découvert ça, je suis tombée par terre, oui. Je me suis dit, c'est pas possible, je rêve, j'hallucine. Voilà l'abolition qui a été donnée à nos ancêtres. On commence par payer, premier décret, on paye les maîtres, qu'on appelle colons, parce que hein, c'est des colons, c'est pas des maîtres, c'est pas des esclavagistes, c'est pas des criminels, c'est des colons. Et puis les nouveaux citoyens, eh bien, c'est ainsi qu'on appelle, c'est nouveau, c'est libre. Libre. Libre de quoi, mes amis? Libre de quoi? Libre de rien du tout. Pas même libre de partir sous un bois pour vivre. Parce que, attends, bon, ça c'est l'objet d'une conférence que j'ai, mais je vous donne quelques exemples de lois qui ont été prises ce jour-là pour refouler les nègres en esclavage. Ce qu'on nous demande de cautionner là aujourd'hui, de célébrer là aujourd'hui, ce n'est ni plus ni moins que la remise en esclavage des nouveaux citoyens qui n'ont jamais été libérés. Vous entendez? Alors, vous avez le décret concernant donc la subsistance et l'entretien des vieillards et des infirmes. On se débarrasse d'eux. Bon, regardez, je vais vous dire une chose. Tous ces décrets-là qui ont été pris le 27 avril, vous savez comment ils ont été pris, ces décrets-là? Il y a eu une révolution en France au mois de février 1848. Il y a eu des changements de système politique puisque la République a été proclamée.
Et quand la République a été proclamée, parce que c'est un roi qui avait avant, comme la République a été proclamée, Monsieur Lamartine, le poète que nous célébrons dans nos écoles, Monsieur Lamartine, qui était président de l'Assemblée nationale, a fait venir, comment il s'appelle? Attends, mon cas oublié, est-ce que c'est... mon Dieu, c'est tellement écœurant, franchement. A fait venir... bref, son nom va me revenir. Et lui a dit, bon, il faut abolir l'esclavage. On abolit ça parce que l'Angleterre veut absolument nous faire... l'Angleterre veut nous poursuit, nous harcèle. Il faut qu'on abolisse, il faut qu'on abolisse, il faut qu'on abolisse. Faites vite. On va faire ça par décret, comme ça va aller vite. Faites vite. Abolissez à n'importe quel prix. La révolution se passe en février. D'accord? Elle va se terminer dans le sang au mois de juin, à Paris, où on va tirer au canon sur les insurgés. Lorsqu'en février, ce gars-là, dont le nom m'échappe malheureusement, excusez-moi, mais je crois bien que c'est... j'oublie son nom. Quand il va aller... il va appeler Schellcher, il va dire à Victor Schellcher, viens, il faut absolument que tu constitues une commission et que cette commission-là qui doit abolir l'esclavage en France, c'est une nécessité impérative. Arrangez-vous comme vous voulez, il faut abolir l'esclavage. Ça se passe au mois de mars. La commission se réunit au mois de mars. Vous croyez que le 27 avril, ces gens-là ont pu réfléchir ensemble et discuter de la condition des esclaves et de leur transition et de leur passage à la liberté et prendre toutes les décisions cyniques, iniques qui ont été prises là? Absolument pas. Ils ont appliqué un cahier des charges qu'ils ont reçu de la part des créoles qui étaient depuis longtemps préparés à cette hypothèse, c'est ce que je dis dans Zahir et Théophile. Ils vont appliquer, ils vont dire, bon, ils veulent ça, ils veulent se débarrasser des trucs, ils veulent que ce soit les... Voilà, et bien on prend un décret pour dire ça. Et puis voici les autres décrets qu'ils vont prendre. Décret sur l'instruction publique. Alors celui-là est très intéressant. L'instruction publique, figurez-vous que le 27 avril 1848, il est prévu par décret que tous les petits négrillons et toutes les petites négrites iraient à l'école publique, religieuse, évidemment, parce qu'à cette époque, il n'y a pas de maître d'école de maîtresse, ce sont des religieux, les frères de Plouhermel, les sœurs de Mampasavkissa, qui viennent, qui enseignent aux Blancs dans les écoles, dans leurs écoles. C'est à eux qu'on va confier l'éducation de ces petits nègres. Et cette école sera rendue obligatoire sous peine de prison et d'amende pour leurs parents s'ils n'envoient pas leurs enfants à l'école. Ça se passe en avril 1848. Ça ne sera jamais appliqué. Et je vous fais observer que la rue Cazeneuve, c'est 1956. À la rue Cazeneuve, Mantine, on est 100 ans après l'abolition. Regardez le mal de chien qu'elle a pour envoyer son petit garçon, son petit-fils à l'école. 100 ans après que l'école ait été déclarée obligatoire. Les petits nègres en 1956 sont encore dans les rues Cazeneuve à attendre un moyen d'en sortir. Vous appelez ça une libération? Parce que la maman de Mantine est née dans la rue Cazeneuve, sa grand-mère aussi. Et lui, il était destiné à rester dans la rue Cazeneuve. Et il était destiné à aller dans le champ de canne si sa grand-mère ne s'était pas battue comme elle s'est battue pour qu'il aille à l'école. Vous comprenez, mes amis? C'est ça l'abolition de l'esclavage, oui, que Yuka fait nous célébrer là. Mili. Ensuite, décret portant création des jurys cantonaux pour la connaissance et des contestations relatives au travail. Très intéressant. Parce qu'il y a en gros, aucune contestation possible de la part des travailleurs sur les lieux du travail. S'il y a une contestation sur les lieux du travail,
les contestataires seront arrêtés, jugés et condamnés à une forte amende. Et ou à une peine de prison. Et cette amende sera, la sentence qui sera prise contre eux sera sans appel. Cric! Attention, vous allez aller travailler là. Vous êtes des travailleurs maintenant, vous n'êtes plus des esclaves. Mais fermez vos gueules. Le premier d'entre vous qui ose contester quelque chose, eh bien, on va l'arrêter, on va le juger, on va le mettre en prison. Ou on va le condamner à payer une forte amende. Décret d'abolition de l'esclavage, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Notre cas créé ça en libération, pas vrai. Décret prescrivant la formation d'ateliers nationaux. Quant aux ateliers nationaux, ce sont des camps de concentration. Donc on va créer des endroits où ces gens qui seront arrêtés pour contestation du travail sur l'habitation et pour d'autres raisons qu'on va voir tout à l'heure, eh bien, comme ils n'ont pas d'argent pour payer leurs dettes, eh bien, on va créer des ateliers de travail parce que pour ces gens-là, abolition égale travail. Et pas n'importe qui travaille. Travail de la terre. Travail de la terre. Parce que vous n'allez pas penser que vous pouvez devenir des fonctionnaires ou bien des artistes ou bien des gens qui vont... Non, c'est l'agriculture qui bombe azote. Et ce qui va se passer concernant ce travail de l'agriculture que l'on va imposer aux descendants des esclavagés jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'est que, et c'est abominable, c'est terrible cette histoire. Et puis après on vous dit, mais fini avec ça, mais et puis qui ça, ou pas même connaître, et puis qui ça, faut qu'on finisse. Hein. Donc voilà, donc ce qui se passe, c'est que une fois que l'abolition a été décrétée comme ça et tout, le gouvernement qui a décrété l'abolition est renversé tout de suite après, c'est Louis-Philippe qui revient au pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il nomme des gouverneurs qui vont venir dans les anciennes colonies, démantibuler de toutes les manières possibles toutes les lois qui auraient pu donner à ces pauvres gens la possibilité de s'épanouir un peu, de repartir du bon pied. Mais moi, je vous pose la question. Je pose une question, hein, parce que elle me taraude. La question, c'est que, comment qu'aurions-nous été, nous, les descendants de ces gens, de ces pauvres gens qu'on a traités moins que des animaux, moins que des choses? Qu'est-ce que nous aurions été si, à ce moment qui devait être un nouveau départ pour eux, on leur avait permis de repartir du bon pied? On leur avait dit, bon, écoutez, vous êtes libres, bon, il va falloir vous organiser, mais en attendant, bon, on vous donne un petit pécule, et puis on vous donne un petit bout de terre, et puis au moins vous pouvez cultiver votre manger, et puis débrouillez-vous pour évoluer par vous-même. Où est-ce que nous serions aujourd'hui? C'était pas beaucoup demandé, c'était pas beaucoup donné. Mais s'ils avaient bénéficié de ça, que seraient-ils devenus ces gens-là? Et où en serions-nous, nous qui sommes les héritiers involontaires de cette histoire tragique? Qui peut me le dire? De quoi m'a-t-on encore privé là, en tant que descendante de ces gens-là? Hein? Si ces gens-là avaient eu une chance comme ils le méritaient après 3 siècles de la plus cruelle des servitudes, où en serions-nous sur le plan collectif et où en serions-nous sur le plan individuel? Ce peuple, nous serions ce peuple de oui, pas de problème, ils bon comme ça, et puis allons de l'avant, allons finir avec ça, etc. Je ne suis pas sûre, je ne sais pas, je demande. Autre décret. Alors, arrêté du ministère de la Marine qui réglemente les ateliers nationaux. Et c'est là que vous allez voir le code noir en action, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Le code noir, revu et corrigé. Parce que tous ces gens qu'on va enfermer dans ces camps de concentration, qui sont nommés ateliers de discipline, parce qu'il faut leur apprendre la discipline à ces nègres qui ne comprennent pas, qui ne peuvent pas jouir de la même liberté que leurs anciens maîtres dans le pays de leurs anciens maîtres. Eh bien,
on va réglementer la vie dans ces ateliers. Il faut voir ça, oui. On va leur dire à quelle heure ils se réveillent. On va leur dire à quelle heure ils doivent aller se coucher. On va leur donner tant d'heures de travail de la journée, du lever au coucher du soleil, non-stop, sans repos. D'accord? Et puis on va leur donner. Et puis alors, attends, il y a un bail qui est très fort dans l'histoire. C'est que, attention, ceux qui se comportent bien, on va leur donner des récompenses. Et ceux qui se comportent mal, on va les blâmer en public. On va les rallonger leur peine. On va prendre le petit pécule qu'ils ont gagné et les faire repartir à zéro. Vive la liberté, vive la France. Yékrik. Abolition de l'esclavage, 27 avril 1848. Vous avez crié ça en libération? J'appelle pas ça une libération. Moi, j'appelle ça esclavage. et celui-là, il me semble encore pire parce qu'il est plus pernicieux. Il est caché, c'est-à-dire c'est le diable qui se cache dans l'habit d'un ange, quoi. Il est dans son habit angélique. Et puis 200 ans après, ou 180 ans après, il va venir. Venez, nous allons célébrer l'abolition ensemble. Ah, nous sommes tous un même peuple, nous sommes tous frères. Comment un homme peut faire ça à un autre homme? C'est terrible. C'est terrifiant, mais des veaux sont mieux traités que ça, Nicole. Alors, ensuite, autre décret relatif à la répression du vagabondage et de la mendicité. Parce que vous êtes libre maintenant, mais il ne faut pas croire que vous allez aller sur la voie publique et puis tendre la main pour qu'on vous donne à manger, ou bien que vous allez vous imaginez 77 000 nègres qui se baladent dans la colonie là, mais c'est un danger pour les colons. C'est un danger, cela ne se peut. Ce que je veux vous dire par là, parce que je ne peux pas être trop long, je ne peux pas résumer une conférence de 2 heures en 5 minutes, mais ce que je peux vous dire par là, c'est que tous ces gens qui ont signé le 27 avril l'abolition de l'esclavage, qu'on nous demande aujourd'hui d'attester comme étant un grand moment de l'histoire de France, c'est la plus grande fumisterie de l'histoire de France. Et c'est la plus grande mystification de l'histoire. Parce qu'il suffit d'étudier ces lois pour voir comment nos ancêtres ont été, encore une fois, malmenés, martyrisés. Et vous savez, quand j'ai écrit Zahir et Théophile, c'était vraiment un livre comment dire, mon Dieu? C'était pour raconter une histoire que j'avais rencontrée et que j'avais trouvée sublime. Mais j'avais dit que je n'aurais pas écrit de suite. Quand j'ai découvert la suite de cette histoire, je me suis dit, ah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais comment les gens vont faire pour savoir ça s'il n'y a pas, si on ne leur dit pas? Comment ils vont faire si on ne trouve pas ces lois-là sur Internet? On ne le retrouve pas sur le site de l'Assemblée nationale qui reprend toutes les lois depuis Mathusalem jusqu'à nos jours, sauf celle-là. Et on est en droit de se demander pourquoi. On ne les trouve pas dans nos archives facilement, etc. Il faut que les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais, les Réunionnais et les gens du Sénégal, où le décret, le fameux décret d'abolition est arrivé le 22 mai 1848, eh bien, il faut que ces gens-là sachent qu'on s'est foutu de leur gueule, qu'on les a trompés. Et de venir aujourd'hui nous faire partager cette mystification et ce drame, mais c'est insulter encore une fois la mémoire de nos ancêtres. Et à ce moment-là, je me suis dit non, ça ne peut pas s'arrêter là. Alors j'ai utilisé les enfants que Zahir gardait, qui avaient 8, 10 ans, 7 ans, même vous savez, tous ces petits-enfants qui se regroupaient dans les petits bandes là. Les petites bandes qui rendaient un tas de services dans les champs de canne, qui faisaient des commissions, qui arrachaient les mauvaises herbes, quand le béquet leur a dit qu'ils doivent aller à l'école, il a dit, mais attends, j'ai pas amené des nègres aux Antilles, j'ai pas amené des nègres chez moi pour en faire des philosophes, hein. Non, à l'école, il n'y a pas ça chez moi. Ok? Bon, donc, ah mon Dieu, que c'est triste.
que c'est triste. Comment on peut vivre bien en sachant qu'un tel crime est impuni? Je ne sais pas, je demande. Comment ces gens-là peuvent continuer de nous regarder avec condescendance, mépris, nous traiter de peuple qui vit des minima sociaux, parce que c'est un poche là qui a sorti. Hein? Comment est-ce que ces gens-là peuvent continuer de nous traiter comme si nous n'étions rien? Venez vous amuser avec nous. Pour moi, c'est ça que j'appelle le carnaval des autres. Ce 10 mai-là, c'est le carnaval des autres. Je ne vais pas danser au carnaval des autres, je ne vais pas chanter au carnaval des autres. Surtout quand je découvre que c'est un piège qu'on a tendu à ma... Moi, j'ai trace de mes parents esclaves. Hein. J'ai trace de mon ancêtre esclavagiste du côté de mon père qui a touché de l'argent à l'abolition pour les esclaves qu'il avait. Et j'ai trace aussi de la maman, de la maman, de la maman, de ma maman, qui était une de ces femmes qui a attendu la liberté. Et puis, au moment où elle quitte l'habitation avec son petit baluchon, ses quelques hardes, et puis les petites économies en ferraille qu'elle a pu faire là, hein? On lui dit, vous ne pouvez pas partir, parce que si vous partez, vous êtes en situation de vagabondage, alors retournez voir votre maître et puis dealer avec lui. Et puis quand la personne retourne voir le maître qui, vous avez vu dans Zahir et Théophile, il a déjà préparé son coup depuis longtemps. Qu'est-ce que tu veux? Ben, je ne peux pas partir. Ben, c'est embêtant. Si tu ne peux pas partir, tu es obligé de rester là. Eh bien, tu peux reprendre ta case. Hein? Bon, elle est là, tu peux l'habiter, mais je ne suis plus obligé de te loger parce que tu n'es plus mon esclave. Donc, tu vas me payer un loyer. Tu vas... Le manger que tu allais chercher chaque semaine, quand je te le donnais dans ma petite boutique là, eh bien, je vais laisser la boutique ouverte. Hein. Tu peux aller, sers-toi, prends tout ce que tu veux. Et puis, on va ouvrir un petit carnet. Des petits carnets de crédit, c'est là que c'est né. Dans l'habitation. On va ouvrir un petit carnet. On va marquer tout ce que tu prends. D'accord? Tu peux prendre tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Et puis, comme tu es là, tu es sur place, eh bien, tu vas travailler pour moi. Tu vas travailler pour moi et comme tu vas travailler pour moi, chaque fin de semaine, je vais te payer. Mais avant de te payer, je vais me rembourser ce que tu me dois pour le logement et la boutique. Et puis, je vais te donner le reste. Et ces salopards, vous savez ce qu'ils ont fait, ce que certains d'entre eux ont fait. Comme ils avaient le pouvoir de frapper monnaie avec leur banque que la France leur a donné pour les consoler, d'avoir soi-disant, d'avoir racheté. En fait, la France a racheté. Ce n'est qu'un transfert de propriété. Les esclaves sont passés de propriété des colons à propriété de l'État. Et l'État s'est remboursé, mais jusqu'à présent, l'État se rembourse. Jusqu'à présent, l'État se rembourse. Parce que ce sont les gens qui ont été arrêtés impunément pour vagabondage, pour le non-paiement de leurs impôts, pour leurs livrets qui n'étaient pas à jour, etc., qui ont construit la fontaine Guédon. C'est eux qui ont construit les différents canaux qui ont désenclavé Fort-de-France. C'est eux qui ont construit la route de la Trace. Gratuitement pour l'État. Soi-disant pour rembourser des dettes auxquelles ils ont été condamnés parce que ils étaient en vagabondage. Ça, c'est la liberté. Et quand je vois qu'on adore une personne, mais qui a fait plus de mal à ce pays que le gouverneur Guédon. De Guédon a fait un mal immense à ce pays. Et on continue de lui donner une fontaine à son nom parce que c'est lui qui l'a inauguré. On continue de lui donner une place à son nom. On continue de le glorifier. On glorifie. Nous sommes un peuple. On a un problème. Comment peut-on glorifier les gens qui nous ont fait le plus de mal ? Ceci n'est pas normal. Une personne normale ne peut pas, en aucun cas, même avec le temps, accepter l'idée que ses parents ont été maltraités et puis se retrouver en adoration devant celui qui a été à l'origine de ce crime. Non, franchement, non. Non, non, non. Ce n'est pas acceptable spirituellement, ce n'est pas acceptable moralement, ce n'est pas acceptable mentalement, ce n'est pas acceptable tout court.
D'accord? Donc, il faut savoir ça. Parce que quand on nous dit, ah, il faut résilier. Oh, résilience, résilience. Résilier qui ça? Comment tu peux résilier quelque chose que tu ne connais pas? Explique-moi. Comment tu vas faire? Tu vas résilier quoi? C'est pour ça que vous devez connaître votre histoire. Vous devez, comme dirait Cheikh Anta Diop, vous armer de votre histoire jusqu'aux dents. Parce que lorsqu'on vous refait tomber dans des pièges, vous pouvez dépister. Vous pouvez dépister les éléments et puis dire ça oui, ça non, ça oui, ça non. Vous pouvez choisir en toute connaissance de cause. C'est à ça que ça sert la connaissance. Ça permet de choisir librement. Comment vous pouvez choisir de pardonner quelque chose que vous ne savez pas quoi? Pardonner qui ça? Résilier qui ça? Oublier qui ça? Donc, il faut qu'on commence par s'informer sur la base de la vérité historique. Parce que on peut faire tout ce qu'on veut avec l'histoire. On peut la triturer, on peut la malmener, on peut la cacher, on peut la réécrire, on peut en faire des films bon marché, tout ce qu'on veut. Mais on ne peut pas la refaire. Et il y a toujours dans les archives un petit document, un petit papier, un petit indice, un petit quelque chose qui fait que, ah tiens, quoi, ça s'est passé comme ça? Eh bien oui, c'est à ça que ça sert les archives, à faire en sorte que ce genre de choses ne puisse être oublié. Mais ce n'est pas parce que ça a été fait en toute impunité en 1848 que nous devons encore aujourd'hui, en 2020, célébrer des abolitions. La première abolition était caduque, Napoléon a rétabli l'esclavage. La deuxième abolition est un leurre. Ça nous a commémoré à souffrance pas en nous. Les larmes de nos grands-mamans, c'est ça qu'on est en train de, qu'on nous demande merde! Non! Réveillez-vous! Connaissez votre histoire. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais utiliser les personnages de Zahir et Théophile, ces enfants qui avaient 5-10 ans à l'époque. On est 10 ans après, 1848, ils ont 15 ans, ils ont 20 ans, c'est sur eux que le piège se referme. C'est eux qui vont être les premières victimes parce qu'ils n'ont aucun avenir. Aucun. Et Monsieur de Guédon va bien se charger de passer dans de fermer ce salopard. Va fermer toutes les petites écoles qui ont ouvert avec des gens qui, sachant lire, sachant écrire, on dit qu'ils vont transmettre, ils vont faire pour des maternelles, des petits, ils vont apprendre. Il a pris des décrets pour les faire fermer. Les petits négrillons avaient droit à un collège agricole. Et il passait dans les écoles. Et vous savez ce que ce salopard disait à nos ancêtres, à nos jeunes, des petits jeunes qui ont 14, 15, 16 ans, qui sont prêts à démarrer dans la vie. Mais n'espérez pas que vous allez trouver du travail dans l'administration. Il n'y a plus de place. Profitez pour embrasser le meilleur travail qui soit. Ce travail, c'est aider vos parents à nous nourrir. C'est le plus beau travail au monde. Ce qu'il vous faut, c'est le travail de la terre. Allez rejoindre vos pères dans les champs pour pouvoir nourrir les gens. C'est le plus beau travail. N'espérez pas faire autre chose. Il n'y a pas de place dans la colonie pour que vous fassiez autre chose. Il y a des discours qui sont là dans les archives. Il y a des documents qui sont là dans les archives. Ou Guédon, sa grande gueule pour dire ce genre de choses à nos ancêtres qui viennent d'être libérés, soi-disant. Bon. Donc voilà, donc moi c'est pas de la publicité que je fais pour moi, et oui, même si c'est publicité, m'en fait pas comme moi, mais c'est en publicité utile. Parce que comme on ne trouve ces lois nulle part, non seulement je fais vivre cette situation aux amis, aux descendants des amis de Zahir et Théophile, mais en plus je publie ces lois. Je publie ces lois liberticides. Ce sont des lois qui ont assassiné la liberté. Avant même. Et les colons qui sont allés dicter leurs lois. Hein? Vous savez ce que ces misérables ont fait? Comme ils avaient la possibilité de frapper monnaie, ils ont inventé une monnaie qu'ils ont appelée le caïdon. Quand je pense qu'en Martinique, il y a une rue du Caïdon, mamaï, et puis que les gens s'enorgueillissent, rue du Caïdon. Vous savez c'est quoi le Caïdon?
Le caïdon, c'était un morceau de cuivre, ou bien même une petite ferraille quelconque avec une petite marque écrite dessus. Chaque habitation avait sa propre monnaie. Quelquefois, c'était un morceau de carton. C'était un morceau de carton. Et ces salopards payaient. Les pauvres gens, quand ils avaient récupéré leur mise, ils payaient ce qu'ils devaient avec cet argent-là. Et cet argent-là, tenez-vous bien, n'était valable que sur l'habitation de la personne qui l'avait émise. C'est-à-dire que, bon, moi, quand je travaille à son habitation Sainte-Marie, moi, quand je travaille à initier la salle, mais c'est la salle qui a payé moi en caïdon, et bien c'est qu'à initier la salle seulement que moi peux acheter, manger, brin, et puis nécessairement. Moi, je ne peux pas dire, bon, eh bien, je vais descendre Saint-Pierre, je vais chercher d'Aubonne. Non, je ne peux pas chercher d'Aubonne Saint-Pierre parce que l'argent, on peut accepter Saint-Pierre. Personne ne peut des ferrailles ou bien bout de carton. Là. Obligé à acheter d'Aubonne à Caille patron, à Caille mettre tout. D'accord? Voilà la liberté, voilà la libération, voilà le caïdon, voilà le sort, le triste sort qui a été réservé à nos ancêtres. Et vous voulez me faire célébrer le 10 mai? Vous voulez me faire célébrer cette mascarade? Eh bien non, je ne célébrerai pas le 10 mai. Chaque 10 mai, je prends l'engagement d'utiliser tous les moyens en ma possession pour dénoncer cette mystification, pour dénoncer ce mensonge, pour dénoncer ce drame. Tous les 10 mai, je reviendrai sur les réseaux tenir le même discours. L'abolition de l'esclavage est la plus grande mystification de l'histoire. L'abolition de l'esclavage est un crime contre l'humanité. Et ceux qui ont permis que ce crime puisse être perpétré tel qu'il l'a été et qui ont écrasé dans l'œuf toute possibilité de liberté, d'épanouissement, de nouveau départ pour nos ancêtres, eh bien ces gens-là doivent aussi être jugés au tribunal de l'histoire. Et tous ceux qui ont signé ces décrets en sachant pertinemment qu'ils obéissaient aux ordres des béquets de l'époque doivent être jugés au tribunal de l'histoire et leurs noms doivent disparaître de nos rues. Tous ces noms-là doivent disparaître de nos rues parce qu'ils se sont rendus coupables de ce crime, de ce nouveau crime. Hein? Dupont de l'Eure, François Arago, Ledru-Rollin, Garnier-Pagès, Louis Blanc, Lamartine, Crémieux et j'en passe. Tous ces gens-là doivent disparaître de nos rues. Et tous les 10 mai, je viendrai dénoncer les signataires de cette abomination que fut l'abolition de l'esclavage. Ne venez pas me dire qu'il faut que je le commémore. Je ne vais pas commémorer une souffrance supplémentaire. Je ne vais pas commémorer cette déception immense qu'il y a dû. Mais attends, fermez les yeux. Juste un moment. Parce que la meilleure manière pour comprendre quelqu'un, c'est de se mettre à sa place. Vous vous mettez à la place de la personne et puis vous comprenez. Fermez les yeux un moment. Fermons les yeux ensemble, communion. Et puis pensons à ces gens, ces jeunes filles, ces enfants, ces mamans, ces hommes qui ont trimé toute leur vie pour rien dans les champs de canne du maître ou bien dans son usine, dans ses ateliers. Et à qui on dit vous êtes libres. Ils vont aller le 22 mai, ils vont se battre le 22 mai. Trois d'entre eux seront déportés pour les événements du 22 mai, le saviez-vous? 3 des nôtres ont été jugés et déportés, dont un a été déporté au Sénégal, à Gorée, pour avoir participé aux événements du 22 mai. Le saviez-vous? Et pourquoi ce n'est pas leurs noms qui sont dans nos rues? Pourquoi ce n'est pas leurs noms qui sont dans nos rues, dans notre capitale? Pourquoi est-ce que ce sont les noms des gens qui les ont jugés, déportés et qui les ont fait payer cher notre liberté, qui sont dans les rues, dans nos rues, partout aux Antilles? Pourquoi? Eh bien, écoutez, fermons les yeux un instant, mettons-nous à leur place. Voilà, ils sont libres, ils se lèvent un matin, ils sont libres. Ils ont planté un arbre de la liberté, mon Dieu, à Saint-Pierre, ils ont planté un arbre de la liberté.
À Rivière-Pilote, ils ont planté arbre de la liberté. Ils ont planté des arbres de la liberté partout. C'est-à-dire, ils ont mis en terre quelque chose qui allait pousser et peut-être porter. Ils ont espéré. Ils ont tellement prié. Et puis voilà qu'on leur dit, le jour même, oui mais, oui mais, oui mais. Et puis 180 ans après, on va venir dire à leurs enfants, allez, on commémore cette belle abolition. Merde. Excusez-moi. Hein? Parce que je ris pour ne pas pleurer. Je ris pour ne pas pleurer. Parce que j'ai tellement pleuré quand j'ai découvert ça. J'ai tellement pleuré. Je me suis dit, mais comment, mais les colons ont gagné plus. Mais il y en a certains, ils ont doublé leur fortune. Il y en a certains qui, ils ont gagné sur tous les plans. Les esclavagistes ont gagné. L'abolition de l'esclavage, c'est la plus grande victoire des esclavagistes. Non seulement on les a payés par tête de pipe, mais ces gens-là n'ont pas été libérés et ils sont restés. Et ils étaient obligés, comme ils ne pouvaient pas partir pour cause de vagabondage, ils étaient obligés de se livrer eux-mêmes dans les mains de leurs anciens bourreaux. Voilà, ben je reste travailler pour toi puisque je ne peux aller nulle part. Vous vous rendez compte, mais il y en a qui se sont suicidés. Et puis il y en a qui se sont échappés. Il y en a qui ont dit non. Je refuse de rester sur cette habitation et je refuse de travailler pour un béquet. Je vais monter dans les bois, je vais me cacher. Eh bien, les voilà, nos vagabonds et nos vagabonnes. Et voilà que ces gens qui sont les héros de notre histoire, qui sont des personnes héroïques qui ont su dire encore une fois non à l'inhumanité de leurs conditions qu'on voulait leur imposer. Et voilà qu'ils sont devenus la lie de notre société. On utilise le terme qu'on utilisait pour les désigner. C'est ça qu'on utilise pour s'insulter. Sacré vagabond, sacré vagabonde. Et vagabonde, c'est pire. Parce que vagabonde, c'est vagabond plus pitin. Donc pour les femmes, c'était encore plus dur d'être une vagabonde. Alors que ces gens-là sont des héros. Ce sont des héros de notre histoire. Et c'est pour ça que ce livre s'appelle « Sacré vagabond, pas de liberté pour les nègres ». Parce qu'à aucun moment les nègres n'ont été libérés. Donc ne venez pas me parler de commémorer cette abolition diabolique, cynique, inique, et qui devra répondre devant le tribunal de l'histoire. Tous les gens qui ont cautionné ça. Et puis attendez, vous vous rappelez, il y a quelques années, ils voulaient nous faire célébrer ça le 27 avril. Vous vous rappelez, ils n'ont pas le temps de parler de 22 mai, ni le 27 mai, ni de mai. Ils n'ont pas le temps de parler de sa pièce. Ah, c'est le 27 avril. Ah, l'abolition, c'est le 27 avril. Vous vouliez nous faire... Ah, et puis, il ne m'a pas dit autre. La cerise sur le gâteau. C'est que l'affaire du travail agricole, là, l'affaire du travail agricole, le 27 avril 1848, un des décrets qui a été signé par ces salopards consistait à prévoir que tous les 27 avril, l'abolition serait commémorée par une grande fête du travail. Parce que abolition égale travail pour vous les nègres et les négresses et les petits négrillons et les petites négrites. Votre liberté, c'est votre travail agricole. Donc, on va faire une grande fête du travail agricole. On va choisir dans chaque commune le meilleur travailleur. Attention, hein, il ne faudrait pas qu'il ait été pris une seule fois en état d'ivresse sur la voie publique. Il faudra que son que son patron témoigne qu'il est un bon travailleur, que le maire témoigne qu'il est à jour de ses impôts. Et là, on va le faire monter sur le podium. Et ils vous disent dans le décret que la fête aura tout l'apparat nécessaire dont on va l'entourer. Qu'il y fanfare, il y aura des anges, des petits angelots, il prévoit tout ça. Et on va donner à cette personne un petit bout de terre pour le récompenser d'avoir été bien sage et bien obéissant. Voilà.
On va le célébrer. Vive la liberté à la française. Vive l'abolition à la française. Ok? Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous procurer Sacré Vagabond, Pas de liberté pour les nègres. Il vaudrait mieux que vous ayez lu avant Zahir et Théophile, Pas de pitié pour les nègres. Excusez-moi de vous parler de ça, mais si je ne vends pas mes livres, je ne peux pas continuer le travail pour pouvoir vous informer. Je ne peux pas continuer de chercher si je ne mange pas et si j'ai faim. Vous comprenez? Donc, c'est en achetant mes livres que vous allez pouvoir m'aider à continuer ce travail parce que aux gens qui disent il faut finir avec ça, il faut arrêter, moi je réponds c'est commencer, moi commencer. Je ne fais que commencer. Je vais écrire l'histoire de ce pays. Je suis né pour ça. C'est ma mission de vie que je me suis donnée. C'est de vous raconter votre histoire pour que vous compreniez exactement dans quoi on est et que vous sachiez choisir, mais en toute connaissance de cause. Parce que celui qui dit, moi, je connais mon histoire, mais moi j'aime bien comme je suis là, je veux rester comme ça, il a le droit. Hein? Celui qui dit, oui, c'est vrai, ça s'est passé comme ça, mais je me sens tellement européenne, moi c'est en Europe que je me sens vivre. C'est légitime, il a le droit d'y penser, il a le droit de le vouloir. Il a le droit de vouloir être ce qu'il veut parce qu'il sait. Le choix qu'il fait, il sait de quoi il s'agit. Mais tant que vous ne connaissez pas votre histoire, vous la condamnez à se répéter. Vous condamnez les personnes qui vous ont fait ça à le répéter. À répéter cette histoire. Et quand les décrets vont suivre, les décrets vont suivre, les décrets vont suivre, les décrets vont suivre, moi je vous dis que liberté, égalité, fraternité ont été pesées et jugées insuffisantes. Insuffisantes. Par conséquent, si on accepte ces principes et qu'on les fait nôtres, on a le droit, mais on a le droit de ne pas l'accepter aussi, parce que on est ici pour vivre bien, on n'est pas ici pour être les victimes expiatoires d'une histoire dont nous ne sommes pas responsables. On a le droit de vouloir autre chose pour nos enfants, pour nos descendants, pour nos petits-enfants, pour que lorsque nous allons fermer les yeux, pour que nous ayons le sentiment d'avoir fait ce que nous étions venus faire sur cette planète. On est ici pour vivre bien. C'est avec, encore une fois, cette chanson que je vais vous laisser. Et je vais vous donner rendez-vous régulièrement maintenant, parce que je ne sais pas pour vous ce que ça vous fait de l'entendre, mais moi, ça me fait du bien de le dire. Et je ne peux plus accepter de rester dans le silence et de me tenir terré à regarder masse passer, comme dirait notre ami et regretté Marius Cultier. Nous l'avons regardé masse passer au carnaval des autres. On n'a pas regardé masse passer encore. Chaque fois mon masse m'a fait mon l'entier. D'accord? Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette intervention. Je n'arrive pas à considérer comme une chose banale que des gens arrêtent de faire leurs affaires pour m'écouter, pour m'entendre, pour s'intéresser à mon travail. Donc je prends toujours ça avec beaucoup de gratitude et d'humilité, croyez-le, parce que je sais ce que c'est que, vous savez, la gloire, la reconnaissance des autres, etc. C'est pas ça qui a fait un homme. C'est ce qu'on devient qui est intéressant, pas ce qu'on possède. Vous voyez? Donc, je vais vous mettre tout à l'heure en bas en commentaire un lien pour acheter mes livres. Zahir et Théophile, Pas de pitié pour les nègres. Sacré Vagabond, Pas de liberté pour les nègres. Je vais vous donner un lien et je vous demande de me soutenir, de faire en sorte que je puisse vous vendre mes livres pour avoir votre argent, pour que je puisse aller m'acheter aux archives comme je l'ai fait pendant 5 mois pour écrire Zahir et Théophile et comme je l'ai fait pendant au moins 3 mois pour déterrer toute l'atmosphère qu'il y a eu autour de cette fameuse abolition que je vous demande de ne pas commémorer. Ce jour-là, faisons comme le mire, commémorons nos ancêtres. C'est la meilleure chose que nous ayons à faire parce que cette connexion qui a été coupée avec eux, c'est peut-être l'une des causes de nos plus grands problèmes. Je vous remercie infiniment pour cette attention et pour me donner le sentiment que je ne travaille pas pour rien. Vraiment, merci beaucoup et à tout à l'heure pour le lien
pour commander mes livres que je peux vous envoyer par la poste où que vous soyez.